Ces transformations se feront suivant des lois très simples, par condensation, par déplacement, par dramatisation, par élaboration secondaire. Elles arrivent à dissimuler si bien le désir primitif qu'en écoutant le récit d'un rêve, on ne peut plus du tout reconnaître la tendance refoulée qui se réalise grâce à lui. Si nous laissions le rêve dans cet état, nous n'y comprendrions rien, et nous ne pourrions guère nous en servir pour découvrir les tendances cachées du sujet. Il faut soigneusement distinguer dans les rêves le contenu manifeste, manifester Trauminhalt, qui est un tissu de fantaisie incohérente, et les pensées latentes du rêve, latente Traumgedanken, qui se dissimulent mal sous cette apparence fantasmagorique pour qui sait les reconnaître. Faisons donc un petit effort. Supprimons les effets de ces modifications surajoutées. Cela est facile puisque nous les connaissons bien. Nous n'avons qu'à enlever la condensation, le déplacement, la dramatisation et l'élaboration secondaire, et à la place du récit du sujet, nous mettrons à nu la tendance qui se dissimulait. C'est là l'interprétation du rêve qui permet mieux que tout autre procédé de découvrir les souvenirs traumatiques anciens, source des tendances qui cherchent à se manifester dans les rêves. Une femme rêve qu'elle assiste sans éprouver aucun chagrin à la mort du fils unique de sa sœur. Elle ne peut pas admettre qu'il y ait là la manifestation d'un désir refoulé, car elle ne souhaitait aucunement la mort de cet enfant. Interprétons. En fouillant ses souvenirs, on trouve qu'elle est entrée jadis dans une maison où venait de mourir un enfant, et qu'elle y a rencontré un individu qui est devenu son amoureux. Or, elle souhaite vivement rencontrer de nouveau ce personnage. Il est évident qu'elle a eu le désir de rencontrer de nouveau son amoureux à l'occasion de ce décès d'un enfant de sa sœur. Les disciples de M. Freud ont singulièrement perfectionné cette méthode d'interprétation des rêves. On en trouvera en particulier quelques règles d'interprétation dans le travail de M. Meder, qui indique la traduction la plus fréquente de quelques-unes des images qui se présentent dans les rêves. Ainsi, il est bon de savoir, pour ne pas s'égarer, que dans les rêves, une caverne ou une petite maison signifie toujours l'organe sexuel féminin, la vulve, qu'un serpent ou un bâton représente l'organe masculin, le pénis. Rêver que l'on marche dans une forêt signifie que l'on s'égare dans les poils du pubis. Rêver d'une gare de chemin de fer, c'est évidemment rêver à l'amour, car dans une gare de chemin de fer, il y a un va-et-vient très caractéristique, etc. Nous reviendrons plus tard sur les théories sexuelles de cette école. Pour le moment, j'insiste seulement sur cette méthode d'interprétation comme moyen de découvrir les souvenirs d'événements qui ont jadis impressionné le sujet. Au premier abord, cette méthode d'interprétation paraît singulière, bien dangereuse, car on peut interpréter un même rêve de bien des manières différentes. Récemment, un de mes malades, jeune homme de 25 ans, très disposé aux idées mystiques, vint me raconter un de ses rêves qu'il considérait comme important pour son avenir. « J'ai rêvé, me dit-il, qu'une force invisible me forçait à regarder un point du ciel où était écrite ma destinée. Dans ce coin du ciel, il y avait une étoile et 2 colombes. « 2 colombes et une étoile ?» m'écriai-je, « c'est limpide. Les maîtres de la psychoanalyse nous ont livré la clé de pareils songes. Les 2 colombes signifient l'amour. Vous êtes évidemment amoureux. L'étoile est d'une interprétation plus délicate. On pourrait vous dire que vous êtes amoureux d'une étoile de café-concert. Et M. Meder nous apprend que l'étoile désigne les parties génitales des jeunes Suissesses. Mais je ne veux pas être accusé de faire de la psychoanalyse grossière, ville de psychoanalyse. Et je préfère vous dire que l'étoile désigne quelque chose de merveilleux et d'inaccessible. Vous serez malheureux en amour. Point du tout, me répondit-il. Vous n'y comprenez rien. L'étoile signifie la marine, parce que les marins se dirigent par les étoiles. Une des colombes, c'est l'âme de Jeanne d'Arc qui s'éleva au-dessus du bûcher de Rouen sous la forme d'une colombe.
Et l'autre colombe, c'est mon âme à moi, tout à fait semblable, comme vous le voyez, à celle de Jeanne d'Arc. Je dois donc faire sur la mer quelque chose d'analogue à ce que Jeanne d'Arc a fait sur terre. Mon rêve signifie, en n'en pas douter, que je dois aller à la tête d'une flotte de guerre, délivrer la Bretagne, opprimée par les préfets irréligieux. Je dus renoncer à la discussion, car l'interprétation de ce jeune homme pouvait se défendre aussi bien que la mienne. Une interprétation ne peut être faite que si l'on sait d'avance dans quel sens on doit l'interpréter. C'est justement là ce qui caractérise la doctrine de M. Freud. À partir du souvenir traumatique, il peut se servir de la méthode d'interprétation parce qu'il est guidé par une conviction préalable. L'analyse psychologique ne peut pas se permettre d'interpréter les rêves ni les autres faits donnés par l'observation parce qu'elle ne sait pas d'avance s'il y a oui ou non un souvenir traumatique et s'il joue ou ne joue pas un grand rôle. Elle ne saurait dans quel sens faire l'interprétation. La psychoanalyse, qui lui a emprunté la notion du souvenir traumatique, l'a singulièrement transformée. Elle admet comme démontré que dans tous les cas de névrose, il y a un souvenir traumatique. Elle admet une fois pour toutes qu'il est la cause de tous les autres phénomènes, qu'il est toute la maladie. Et alors, elle n'a plus de raison pour être prudente dans l'interprétation des faits, car elle sait dans quel sens il faut les interpréter. Comme je l'ai dit, je ne veux pas critiquer cette conception. Je me borne à indiquer les différences caractéristiques qui séparent les deux doctrines. Elles partent toutes deux de la considération d'un même problème, de l'étude du souvenir traumatique dans les névroses. L'analyse psychologique constate le souvenir traumatique. Dans certaines observations non interprétées, elle admet, à titre d'hypothèse, qu'il s'est combiné avec d'autres faits pour jouer un rôle dans la détermination de certains symptômes. La psychoanalyse transforme cette hypothèse partielle en principe général, pose ce principe comme donné, et par conséquent interprète facilement toutes les observations dans le sens de ce principe fondamental. 2. Le mécanisme pathologique du souvenir traumatique. Laissons de côté ces premières divergences sur le degré de réalité du souvenir traumatique et sur l'importance de sa recherche. Considérons-le quand il existe nettement à la suite d'un accident ou d'une émotion et cherchons à comprendre le mécanisme par lequel il peut agir sur la santé physique et morale. Ici encore, mes études anciennes semblent présenter beaucoup d'analogies avec celles que l'école de la psychoanalyse a publiées postérieurement. Et il est intéressant de comprendre exactement les différences qui les séparent. Pour expliquer les accidents de la névrose traumatique, Charcot avait fait appel à un mécanisme psychologique que l'on commençait à connaître à son époque, celui de la suggestion. Le souvenir de l'accident donnait naissance à des réflexions bien naturelles sur ses conséquences, sur les blessures, les impotences, les infirmités que de tels accidents pouvaient entraîner par la suite. C'est cette idée d'infirmité, d'impotence, qui par le mécanisme de la suggestion tendait à se réaliser et qui déterminait la paralysie. J'ai commencé par admettre la vérité de cette interprétation dans certains cas particuliers où l'on pouvait mettre en évidence l'apparition de l'idée antérieurement aux accidents et son influence sur le développement de ceux-ci. J'ai longuement insisté sur le mécanisme de la suggestion en montrant que l'idée se développait d'une manière exagérée par l'absence de phénomènes antagonistes dans une conscience rétrécie. Il est inutile d'insister sur ces notions qui ont été assez communément admises et qui même ont été trop souvent exagérées. Dans un grand nombre d'autres cas, j'ai été amené à remarquer que cette idée d'impotence nécessaire pour admettre le mécanisme de la suggestion n'existait pas comme intermédiaire entre l'accident initial et les symptômes présentés par le sujet, ou ne jouait qu'un rôle insignifiant. Les troubles apparaissaient par un mécanisme beaucoup plus simple.
que j'ai désigné sous le nom d'automatisme psychologique. Le souvenir même de l'événement était constitué par un système de faits psychologiques et physiologiques, d'images et de mouvements très variés. Ce système persistant dans l'esprit ne tardait pas à devenir envahissant. Il s'annexait, par association, une foule d'images et de mouvements au début étrangers. Enrichi de la sorte et devenu puissant au milieu d'un ensemble d'autres pensées affaiblies par la dépression générale, il se réalisait de lui-même, automatiquement, sans passer par l'intermédiaire de l'idée et de la suggestion, et il donnait naissance à des actes, des attitudes, des souffrances, des délires de différentes espèces. J'avais distingué à ce propos les idées fixes primaires et les idées fixes secondaires. Il est facile de comprendre cette distinction dans mes premières observations quand on voit chez la jeune fille dont nous parlions précédemment l'arrêt des règles survenir à l'occasion du souvenir d'un bain froid où la morose de l'œil gauche se développait à propos du souvenir d'un enfant qui a de la gourme sur le côté gauche de la face. Le passage suivant de mon étude sur le traitement psychologique de l'hystérie montre comment ces développements automatiques de systèmes psychologiques se combinent avec des phénomènes de suggestion pour réaliser divers accidents. La jeune fille, qui avait été pendant 1 an la maîtresse de son père, a eu d'abord la terreur de la grossesse, de là probablement le météorisme abdominal, car on observe souvent l'association de ces deux phénomènes. C'est vraisemblablement le météorisme et l'idée de la grossesse qui ont déterminé les troubles de la respiration, ceux de la digestion et les vomissements. Les craintes et les remords ont amené des idées de suicide qui ont déterminé à leur tour le refus des aliments, l'anorexie et même les troubles de déglutition qu'un médecin avait pris pour les symptômes d'une lésion bulbaire. L'idée de la grossesse d'une part, l'excitation génitale de l'autre, une hallucination étrange du sens tactile et du sens génital que nous ne pouvons décrire et qui se développait au moindre mouvement des jambes ont rendu la marche de plus en plus difficile. L'idée obsédante que cette démarche singulière faisait tout découvrir s'ajoute aux premières et l'astasie-abasie devient complète pendant 5 ans. Une autre malade, la femme atteinte d'ovaries, est avant tout une aboulique qui n'ose pas et ne peut pas prendre une décision. Elle aime trop son mari et son enfant pour les quitter. Elle aime trop son amant pour renoncer à lui. Aussi a-t-elle remis sa décision jusqu'au moment où elle serait bien guérie d'une petite indisposition. Mais elle a reculé sa guérison indéfiniment. Elle redoute cette guérison, de peur d'avoir à répondre décidément à la proposition de son amant, et depuis 8 mois, elle reste couchée et souffre de plus en plus. Ajoutez la contracture des adducteurs, des custodes, si fréquente chez les femmes qui ont des préoccupations génitales, et on saisit quelques-uns des termes intermédiaires qui ont conduit les malades aux accidents qu'ils présentent actuellement. Il faut donc bien savoir que l'hystérique a rarement dans l'esprit l'idée fixe de son symptôme. Elle ne pense pas à avoir une attaque ou à garder la bouche de travers, comme le supposent ceux qui veulent tout expliquer par la suggestion. Il n'en est ainsi que dans quelques cas particulièrement simples. L'idée fixe qu'elle a dans l'esprit est en apparence étrangère au symptôme et ne le détermine que par intermédiaire de toute une série de conséquences morales et physiques. Je concluais autrefois cette étude en disant que les symptômes se rattachent aux souvenirs traumatiques par tout cet ensemble de lois psychologiques et physiologiques qui règlent le développement et la manifestation des émotions. Dans mes dernières études plus récentes sur les émotions, j'insistais particulièrement sur un autre fait qui doit aussi jouer un rôle considérable dans ces phénomènes. Je veux parler de la fatigue.